slides pour démarrer, afin d'illustrer le propos que je vais essayer de vous faire rentrer dans le cœur et dans les esprits aujourd'hui pour ce TEDx. Pour démarrer ce TEDx, j'aimerais vous proposer d'embarquer, si j'y arrive, dans un voyage à travers la prose de la nature. La nature et le vivant, c'est une histoire qui a presque 4 milliards d'années, qui se rappelle à nous, les humains, par des petits instants quotidiens d'émerveillement. Simple, poétique, esthétique, comme la sensation de s'allonger dans un champ, simplement, et observer les fleurs. Percevoir l'esthétique qui nous est transmise d'une ingéniosité qui revient depuis 3,8 milliards d'années exactement, ce que la nature a bien fait. Pour commencer ce voyage, je vais essayer de vous amener d'abord par le souffle des vents, ou celui d'un enfant, sur les aigrettes d'un pissenlit. Ce végétal, je l'ai observé voler pendant des heures, et encore aujourd'hui. Ce végétal anodin, aux yeux du plébéien, vous le retrouvez absolument partout. Il se propage par les vents, graine nomade d'une symphonie bien orchestrée par la nature. Ce pissenlit, je l'ai cueilli 1000 fois du bout des doigts. Et la petite sève blanche qui s'écoule de ce pissenlit, c'est du latex naturel qui sort du pissenlit. Du latex qui pourrait nous être utile pour remplacer des milliers de produits de notre quotidien qui, eux, sont pétrosourcés par du caoutchouc naturel, avec une ressource renouvelable et locale. Un latex naturel qui pourrait nous permettre de faire des préservatifs sans perturbateurs endocriniens ou de faire des gants de chirurgie non allergènes. Pour continuer ce voyage, je vais vous amener toujours un peu plus loin, là où les animaux peuvent nous surprendre et nous émerveiller. Jusque dans les endroits hostiles de notre planète, la nature a toujours trouvé un moyen d'adaptation pour la vie et d'innovation. Il y a environ 300 millions d'années, donc bien avant nous, les humains, les premiers scorpions apparaissaient sur Terre. À l'époque du Carbonifère, ça s'appelle comme ça parce qu'en Europe de l'Ouest, des tonnes de charbon se sont accumulées dans les sols. Et pendant que nous avons utilisé ce charbon pour produire de l'énergie et parfois de la pollution, cette petite bête, le scorpion, elle, a continué à passer sous nos yeux pour nous inspirer. Le scorpion, lui, dans ce milieu hostile, résiste à des très hautes températures la journée, des températures basses la nuit. Il résiste à l'abrasion du sable grâce à son exosquelette. On pourrait s'inspirer de son exosquelette pour construire des habitats qui résistent à ces mêmes problématiques de haute température et de basse température, sans utiliser de machines, sans utiliser d'énergie fossile. Ce scorpion, finalement, son exosquelette, c'est un peu un cocktail entre de la chitine, c'est une matière marrante, on en a beaucoup dans les cheveux, de la craie, des choses dont sont faits le coquillage. C'est un peu son cocktail d'exosquelette qui lui permet de résister à ces conditions extrêmes. Si on copiait la forme et la matière de l'exosquelette du scorpion, on pourrait faire des abris pour les réfugiés en zone aride avec une exigence écologique élevée et une forme d'habitat souhaitable et sain à l'intérieur. La nature, tous les jours, je m'en extasie. Des fois sur des choses qui dépassent la capacité qu'on a de voir avec nos propres yeux. Le monde de l'infiniment petit, les bactéries. Les bactéries sont présentes absolument partout sur notre planète. Elles composent la grande partie de la biomasse. Elles sont à l'origine de la vie, il y a plus de 3 milliards d'années. Par exemple, dans un gramme de sol, c'est-à-dire en gros une cuillère à café, vous avez 10 millions de cellules bactériennes. Dans une gouttelette d'eau, 1 millilitre, vous avez 1 million de cellules bactériennes. Et ce qu'il y a de marrant avec ces bactéries, quand vous les cultivez dans un bac, chez vous, une sorte de fermentation de thé, en symbiose avec des levures, eh ben, vous pouvez obtenir vos textiles de demain, vos vêtements qui poussent, une fibre celluloïde qui se développe toute seule, que vous pouvez travailler, ça ressemble un peu à du cuir. Produire des vêtements non polluants, sans énergie et biodégradables pour pouvoir réinvestir dans le capital naturel. Tout ça avec des petites bactéries. Et comme ces bactéries sont un peu merveilleuses et qu'on les observe de plus en plus, eh ben, on peut aussi étudier la manière dont elles optimisent les flux d'informations, de matière et d'énergie pour produire les solutions de la ville intelligente, un thème qui revient beaucoup en ce moment, afin d'attaquer les problématiques d'architecture des réseaux d'énergie, de mobilité, de santé, de nutrition et de haute technologie. Ces bactéries qui sont présentes partout sur la planète, on ne les connaît pas très bien en fait. On marche souvent dessus quand on se balade. Elles sont contenues dans le sol. Alors si on prenait ces bactéries et qu'on les mettait dans une colonne transparente d'1 mètre de haut, directement devant les yeux des humains, on entasserait 7 couches différentes de terre. Et à l'intérieur de ces couches, il y aurait des microbiomes bactériens qui interagiraient entre eux avec de l'énergie, de la matière, de l'information. Et si on utilisait cette matière et cette énergie produite par les biomes bactériens dans la Terre, à l'intérieur de cette colonne, sous les yeux des humains,
Ensuite, pour éclairer, je ne sais pas, des bandes de LED, par exemple, dans un jardin public, on créerait un médium poétique pour que nous, les humains, nous puissions dialoguer, interagir directement avec ces bactéries. Si en plus on utilise cet objet technologique bactérien avec une technologie, celle-là très humaine, pour échanger des contrats pair à pair, de manière open source et décentralisée, sur l'énergie ou sur l'étude scientifique des bactéries, là ça commencerait à être complètement dingue. Pourquoi faire ça ? C'est assez simple d'essayer de travailler avec le vivant et de le comprendre et d'en faire des objets d'interrogation pour nous les humains. La première chose, c'est donner un médium d'expression à ces bactéries à nos propres yeux, simplement parce qu'on n'aime que ce qu'on connaît et on ne protège que ce que l'on aime. Donc on a besoin de connaître les bactéries. Une autre raison de ce type de médium poétique avec les bactéries serait de s'acculturer, nous les humains, avec une nouvelle technologie émergente et de permettre de traiter les questions sociétales qu'elle pose. En gros, à l'ère du numérique, la question pour nous les humains, c'est savoir coder ou être codé. Utiliser cette colonne de Vinogradski pour les plus scientifiques, pluguée avec une technologie humaine décentralisée open source, pourrait nous permettre de développer les briques d'un système énergétique décentralisé et autonome. En fait, à travers cette question de la poésie de la nature que je vous propose dans ce voyage, il se pose une question de société. Pouvons-nous changer les paradigmes de notre monde tout en préservant ses ressources ? Qui parmi vous n'a jamais rêvé d'être explorateur ou exploratrice d'un monde lointain, par exemple un désert au centre de l'Australie, ou simplement une forêt près de chez soi ? Observer des nouvelles manières d'innover par la nature, avoir un dialogue poétique avec des objets d'interrogation. Copier les matières à travers les exemples que je vous ai donnés, les formes et les systèmes de la nature, s'inspirer du vivant, ça s'appelle le biomimétisme. Innover par la voie du biomimétisme. S'inspirer du vivant pour faire des systèmes plus frugaux, qui réinvestissent dans le capital naturel, qui préservent la biodiversité, qui répondent à nos défis sociétaux d'alimentation, d'énergie, de mobilité, de nous, les humains. Finalement, le biomimétisme, ça peut être très utile au quotidien, dans les applications technologiques, dans l'alimentaire, dans beaucoup de choses. Mais la question que ça nous pose plus loin, c'est la question des ressources. Finalement, on a une ressource à gérer. Pour faire ça, pour gérer ces ressources, cet environnement, nous avons les biens communs, les communs. Les exemples des communs sont la biodiversité, l'eau, l'air, la connaissance, les savoirs. Mais les communs, ce n'est pas juste un ensemble de ressources, c'est un ensemble de ressources plus une communauté qui alimente et qui partage et qui entretiennent ces communs. C'est un système socio-économique, un nouveau paradigme social de coproduction et de co-création. Le fait de gérer un bien commun comme on gère un bien privé mène à sa destruction. C'est Garrett Hardin qui l'a souligné. Pour faire ça, pour gérer ces biens communs et faire du biomimétisme, j'ai co-créé un Hack Lab de biomimétisme, un laboratoire citoyen de prototypage de solutions open source inspirées par la nature, à l'intérieur duquel il y a une communauté d'acteurs libres qui entretiennent ces biens communs, ces ressources matérielles et immatérielles. On pratique de manière libre le code informatique, le design, l'architecture, la botanique, la philosophie et plein d'autres matières. Finalement, notre légitimité de faire, elle se fonde justement sur le faire. La personne qui fait est légitime, avait écrit Michel Lallemand. Pour faire marcher ces projets, pour développer ce lab, pour entretenir ces communs, il m'est arrivé parfois de dormir à la rue, sous des ponts, parfois sans manger. En début d'année, j'ai même tout plaqué pendant 4 mois. J'ai plaqué mon activité professionnelle, ou mes activités professionnelles plutôt, mon appartement. J'ai mis toute ma vie dans un sac à dos et j'ai pris mon ordinateur et je suis parti pendant un peu plus de 4 mois dans un tour de France en me mettant au service d'autres projets open source dans les communs. Alors finalement, innover, c'est beau, protéger la nature, c'est très important. Mais faire tout ça, ça n'a pas forcément de force et de volonté. Je peux bien être créateur de start-up, intervenant dans une grande école, mentor, professeur à l'université. Je peux bien faire du consulting pour des grandes entreprises, mais ça n'a aucune espèce d'importance et ça n'aura aucune valeur si je suis privé de la chose simple et poétique, de m'allonger simplement dans un champ et d'observer les fleurs autour.
Je crois que nous avons besoin d'aimer la nature par notre émerveillement quotidien, pour en faire un bien commun de l'humanité. Je suis persuadé que nous avons besoin d'écrire notre poésie avec les petites choses de notre quotidien, écrire notre poésie avec la nature, pour construire un monde désirable, soutenable et durable. Je vous remercie.